Δίνω αμέσως το λόγο στον πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον κύριο Σαντεπί. Είναι σχετικά νέος στην πρεσβεία, είναι μερικούς μήνες. Ξέρω όμως ότι παρακολουθεί την ελληνική πολιτική ζωή και τα ελληνικά πράγματα ως έντονα ενδιαφερόμενος τρίτος και επιπλέον έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει πριν έρθει στην Ελλάδα, στην θέση του, έχει μια μακρά προϋπηρεσία στη γαλλική δημόσια ζωή, στους γαλλικούς θεσμούς, στη γαλλική διοίκηση και συνεπώς η εμπειρία και οι παρατηρήσεις του μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. La démocratie est née dans ce pays. Tous nos systèmes démocratiques en sont d'une façon ou d'une autre issus et ils présentent une grande parenté. Au-delà des différences qui permettent de les classer sur un spectre allant de la démocratie parlementaire la plus pure au régime présidentiel le plus abouti, tous ces régimes démocratiques distinguent, par exemple, avec plus ou moins d'honnêteté, certes, trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et la justice. Et à part quelques survivances de démocratie directe, comme la connaissait l'Athènes antique, tous ces systèmes démocratiques se caractérisent par une médiation entre les citoyens et les personnes qu'ils élisent. C'est la démocratie représentative. Mais derrière cette apparente similitude entre les systèmes démocratiques qui peuvent exister dans le monde, derrière des rouages institutionnels comparables, il existe des différences fondamentales qui sont dues à l'histoire de chaque peuple. La plus essentielle de ces différences tient au rapport entre les citoyens et leurs représentants, entre la société et l'État, entre l'individu ou le groupe social et la collectivité. Il est sain, bien sûr, de s'interroger sur le fonctionnement de la démocratie, sur ses institutions, sur ses mécanismes. Il est sain de chercher à perfectionner ces mécanismes. Il est sain de chercher à s'adapter à l'exigence citoyenne de davantage de participation active à la vie de la cité. Mais je crois qu'il faut d'abord et avant tout s'interroger sur le rapport que les citoyens et la société dans son ensemble entretiennent avec l'État. Car si les formes de la démocratie et de la gouvernance sont importantes, les citoyens regardent d'abord ce que la puissance publique apporte concrètement à la société. Pour dire les choses autrement, le résultat de l'action publique importe sans doute davantage aux citoyens que la méthode qui permet d'atteindre ce résultat. Je ne vous parlerai donc pas des techniques qui permettent de perfectionner les institutions démocratiques, mais plutôt des prérequis qui me semblent indispensables pour que les citoyens se reconnaissent dans l'action publique et, le cas échéant, se réconcilient avec elle. Il existe de très grandes différences dans la relation que la société entretient avec l'État d'un pays à un autre. Pour nous limiter à l'Europe, la France est sans doute le pays où ce lien est le plus étroit, le plus organique, car c'est autour de l'État monarchique puis républicain que le pays s'est formé et que le peuple français s'est constitué. Ce lien est moins fort en Allemagne ou en Italie, qui ne se sont constitués en État que tardivement, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce lien est encore moins fort en Grèce, où le peuple grec préexistait à l'État grec. L'État est né ici, l'État moderne,
du soulèvement du peuple grec. Mais même après l'indépendance, la société, en tout cas si j'en crois tous les analystes que j'ai pu rencontrer depuis 5 mois que j'exerce les fonctions d'ambassadeur ici, la société s'est construite largement en marge de l'État et parfois même en réaction à l'État. Parce que l'État grec, à travers les vicissitudes de l'histoire, à cause des périodes de tutelle ou de souveraineté limitée, n'a pas toujours représenté aux yeux des citoyens une expression légitime de leurs aspirations. Cette distance entre le peuple et l'État se remarque d'ailleurs dans le discours politique. Le mot Laos est très présent, le mot Kratos est rare. C'est une grande différence avec la France, où le discours politique utilise beaucoup plus, le mot État que le mot peuple. Mais il ne faut pas se contenter de faire ce constat de la distance plus ou moins grande qui peut exister entre l'État et la société. Il faut se demander si les citoyens sont satisfaits de la nature de la relation qu'ils entretiennent avec leur État. En France, où cette relation est puissante, comme je viens de le dire, les citoyens attendent énormément de l'État, trop sans doute, parce que l'État ne peut pas tout. Dès lors qu'il y a un problème, une difficulté, on se tourne vers l'État, même si ce n'est pas l'État, mais par exemple la commune, qui a la capacité à agir. En Allemagne, l'équilibre est sans doute plus harmonieux entre ce que les citoyens attendent de l'État et ce que l'État peut leur donner. En Grèce, nombre d'analystes et de commentateurs estiment que les attentes collectives du peuple ne sont pas suffisamment satisfaites par l'État, au point que les citoyens peuvent en arriver parfois à ne plus rien attendre de l'État et même à en craindre l'action. On voit que le spectre est donc large entre la confiance démesurée en l'État et la défiance à son endroit. La frustration des citoyens, dont on a vu qu'elle peut exister dans un pays comme la France, où la proximité est grande entre le peuple et l'État, donc la frustration des citoyens dans leur relation avec leur État peut donc avoir paradoxalement 2 sources opposées, un rapport trop fusionnel à l'État ou une trop grande distance par rapport à l'État. Mais où que nous nous situions sur ce spectre des relations entre la société et son incarnation politique qui est l'État, nous devons reconnaître que les citoyens européens aspirent à ce que la puissance publique assume 4 missions et les assume mieux qu'aujourd'hui. Cette aspiration peut être exprimée avec force, comme en France, voire virulence, lorsqu'on attend beaucoup de l'État. Cette attente peut également être non dite, comme en Grèce, où la distance avec l'État est plus grande. La première de ces 4 missions, c'est la protection. Elle englobe les missions traditionnelles, les missions régaliennes de l'État, de défense nationale, de police, de justice. Et elle est à la base de l'idée d'État, puisque c'est par l'affirmation du monopole public sur ces 3 domaines, la défense, la police et la justice, que les États modernes sont nés. La deuxième de ces missions est la production de services publics, c'est-à-dire de services que l'initiative privée ne peut pas fournir à tous dans le respect du principe d'égalité. Et il s'agit là de biens essentiels, l'éducation, la santé, la protection contre la vieillesse, c'est-à-dire la retraite, et les infrastructures essentielles. Cette deuxième mission est apparue en Europe au XIXe siècle et elle marque sans doute la plus grande différence entre la conception européenne et la conception américaine de l'État. On le voit par exemple avec les tempêtes que soulève aux États-Unis l'idée que l'État puisse organiser la protection santé, la protection maladie des citoyens. La troisième de ces missions est la régulation des activités humaines et d'abord de l'économie et de l'environnement. Là encore, les différences sont grandes entre l'Europe et les États-Unis et bien sûr en fonction des orientations politiques de tel ou tel gouvernement. Mais personne en Europe ne remet fondamentalement en cause la nécessité d'une régulation de l'État. Depuis 2 décennies, cette régulation en Europe est souvent assumée par des instances indépendantes du gouvernement. Enfin, la 4e de ces missions, c'est la stratégie.
c'est la définition de la stratégie du pays. C'est sans doute la mission la plus difficile à assumer, car il s'agit pour l'État de tracer la voie, de montrer le chemin, de donner la perspective, mais sans tomber dans le dirigisme ou la planification étroite. Il est indispensable que la puissance publique, que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau européen, assume mieux ces 4 missions. La demande des citoyens est là. La manière dont sont organisées nos institutions publiques, au niveau local, national ou européen, est importante, et il faut y réfléchir, et il faut y travailler. Mais elle est sans doute seconde. Ce qui compte d'abord, c'est l'efficacité et le résultat, car c'est le résultat que les citoyens jugent. L'enjeu est de taille, car lorsque la puissance publique est défaillante, alors c'est le repli identitaire sur la famille, le groupe social, le groupe national qui prévaut. Chacun cherche dans son coin les solutions à ses problèmes, alors que seul le cadre collectif permet de relever les défis majeurs de notre temps. Ces défis, nous les connaissons. Ils sont pour certains d'entre eux tragiquement d'actualité. Ce sont la crise économique, bien sûr, et la difficulté de retrouver le chemin de la croissance, et pas seulement en Grèce. C'est évidemment la crise migratoire, et c'est la crise environnementale. Nous devons créer les conditions politiques et administratives pour que nos sociétés retrouvent la confiance dans les réponses collectives et donc la confiance dans l'action publique. Cette confiance, elle se construit en apportant la démonstration que l'État est capable de remplir ces 4 missions avec rapidité, efficacité et impartialité. Cette confiance se construit aussi par un discours politique fort, car la démocratie, nous le savons depuis Démosthène, c'est d'abord le verbe. Je vous remercie.